Vous êtes bien sur Éclair TV, et oui, la chaîne 23 de votre satellite, tous les jours, midi, 18h, 23h, c'est KNF. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, si on peut vous aider sur le plan personnel, c'est un plaisir pour nous. Et là, je reçois une coach originaire de la Guadeloupe, mais qui vit là-bas, dans le froid et dans le gris, comme dirait Doc Gynéco. Mais elle est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Béatrice de Boissieu. Qu'a nous fait? Qu'a nous fait? Je suis ravie vraiment d'être là, Stylie, avec toi aujourd'hui sur cette émission. Et pour parler de divers sujets, je vais te laisser mener la danse sur ces sujets-là. Exactement, dansons. Eh oui, on rappelle que la Guadeloupe, c'est l'île du Zouk. Donc, tout d'abord, avant de venir à ton activité principale qui nous aide à nous développer sur le plan personnel, tu es aussi dans la lutte contre la discrimination, si j'ai bien compris. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on en arrive à se battre contre la discrimination et à devenir coach aussi pour le développement personnel? En fait, c'est parti vraiment de mon histoire. Okay. Donc, en fait, j'ai pas forcément été épanouie quand j'étais plus jeune. Il y a plusieurs événements qui sont associés à ça. Et l'un des événements que j'aime bien citer, c'est celui qui est lié à mon physique et à ma taille. Je suis très grande. Alors aujourd'hui, tout le monde me dit « Quelle chance tu as, Béatrice !» Mais je vous assure, quand j'étais plus petite, c'était pas pour moi une chance. Parce que lorsqu'on est la plus grande, j'étais pas grosse non plus, donc maigre on peut dire, et que tout le monde se moque de vous tout le temps en permanence, et il y a des personnes qui vont s'en sortir comme ça, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment le prendre, l'encaisser petit à petit, se refermer sur eux-mêmes, et peut-être avoir des idées potentiellement noires. C'était mon cas. J'en ai pas forcément parlé quand j'étais plus jeune, mais je sentais qu'il fallait que je trouve une porte quelque part pour m'évader, pour m'épanouir, c'est vraiment le mot. Donc j'ai trouvé ma porte petit à petit en me construisant par mes études, par ce que j'ai choisi de faire sur le plan professionnel. Et puis à un certain âge, c'est revenu en me bousculant comme ça, et j'ai eu envie de... c'est pas qu'à un certain âge, il y a eu la réflexion autour de l'âge, et il y a eu un événement particulier, vraiment c'était George Floyd, lorsqu'il est mort. C'était pendant le Covid, puisqu'on était autour de mai 2020 de mémoire, et j'ai pris ça comme un coup de fouet en pleine figure. J'entendais, on a tous vu sur les réseaux sociaux circuler la vidéo où il agonisait. Et moi j'ai vraiment vu ça comme si on avait un gros animal qu'on avait, qui hurlait à l'agonie. Et je me suis dit, mais purée, c'est un homme pourtant qui est par terre. Et j'ai l'impression que, vu par d'autres, c'est rien. C'est juste rien. Non, c'est un homme. Et donc, du coup, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, bon, comment je peux contribuer plus? Comment je peux m'impliquer plus? Comment je peux faire de qui je suis, de mon parcours, quelque chose qui peut aussi aider? Et donc, je me suis dit, je vais voir comment je peux approcher les jeunes, particulièrement, sur ce volet-là, les jeunes en scolarité, qui ont peut-être eu un parcours comme le mien, finalement. Et on sait, il y a des gens qui s'en sortent, pour qui, très vite, le regard des autres, les critiques et tout, ça n'a pas d'impact, mais il y en a, et c'est des faits d'actualité encore aujourd'hui. Je ne sais plus, je lisais dans quel magazine qu'une jeune fille, il y a eu une marche pour elle, parce que moquée sans doute, discriminée sans doute. Il n'y a pas que la couleur de la peau, il y a l'apparence physique, il y a le fait qu'on peut être un peu rond, etc. Et de mémoire, elle avait 14 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très tôt. Et quand on est dans cette spirale-là, c'est pas facile de s'en sortir. Il y a un encadrement justement pour ces jeunes. Je pense qu'il n'y a pas assez d'encadrement, que ce soit à l'école ou même à l'extérieur, parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte. Surtout que les jeunes, effectivement, ils prennent ça sur eux, n'en parlent pas. Donc déjà, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui se renferment et voilà, gardent tout ça pour eux et on sait très bien que ça va se terminer? Moi, mon conseil, c'est de dire parlez-en. C'est pas facile d'en parler. À qui peut-on en parler? Et à qui est-ce qu'on peut en parler? C'est pas facile de trouver non plus parce que moi, si je prends, c'est vrai que j'ai tendance à puiser dans mon histoire pour un petit peu donner à voir ensuite, mais moi, j'en parlais pas, par exemple. Peut-être qu'on l'a vu, peut-être qu'on ne l'a pas vu. Ce qui s'est passé chez moi, en tout cas, c'est que je sentais bien que j'étais seule, j'étais isolée. Je n'étais pas quelqu'un qui allait vers les autres, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, je n'avais pas beaucoup d'amis. Et je m'étais mise en berne quelque part, je me suis remise au sort en me disant les études vont m'emmener quelque part, j'avais fait ça comme choix. Mais c'est vraiment en parler. Et c'est pour ça que dans l'association que j'ai créée, Différents et Heureux, l'objectif c'est de trouver des personnes qui osent raconter leur histoire. Comme ça, des jeunes qui vont passer comme ça vont entendre à dire « Ah, cette personne-là, elle a peut-être aujourd'hui 40 ans, mais quand elle avait 14,
15 ans, voilà son histoire, je me reconnais à travers ça et donc je peux m'en sortir. Ce n'est pas une fatalité en soi. Je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas laisser en fait cette spirale négative m'absorber, mais me dire je veux peut-être ressembler à elle ou à lui qui a raconté son histoire. Surtout qu'aujourd'hui, pour les jeunes, ça doit être peut-être un petit peu plus compliqué. Je suppose que tu as plein de retours. Avant, lorsqu'on était jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc une fois qu'on rentrait chez soi, limite, tout ce qui est harcèlement et compagnie, ça restait à l'extérieur. Mais là, on a le Twitter, Facebook et compagnie. Là, l'harcèlement continue. Là encore, comment se protéger? Est-ce qu'il y a des petites techniques justement pour se protéger de l'harcèlement chez soi? C'est vraiment pas évident. Les jeunes aujourd'hui sont vraiment très connectés. Moi, j'ai 2 garçons, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils sont tout le temps connectés. Et puis aussi, il faut dire que je pense que les personnes, tu vois, quand on met le qualificatif harcèlement sur quelqu'un qui harcèle, en fait, je ne suis pas persuadée que cette personne a conscience qu'il harcèle. Pour lui, c'est le fun, on rigole, on est entre amis, c'est une blague. Pourquoi la personne l'a pris aussi fort? Pourquoi est-ce que la personne s'en est offusquée autant? Le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment quelqu'un reçoit. Et en fait, quand on reçoit la chose, ça peut être, on rigole, et ça peut être aussi, c'est très violent. Moi, j'ai un de mes fils, par exemple, il était très renfermé à l'école, au départ. Et je ne sais pas trop dire, et pourtant, hein, c'est un sujet sur lequel je suis sensible, et pourtant, il rentrait à la maison, et on sentait qu'il était énervé, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais quand on lui posait la question, il disait rien. Je suis juste énervé, point. Et honnêtement, je me suis sentie impuissante. Et donc c'est là peut-être aussi, je pense que les jeunes ne parleront pas. C'est pas forcément facile de se dire ils vont parler, mais peut-être être attentif à des petits signaux de rien du tout. Et en tant que parent, c'est pas toujours facile non plus. Hein, donc je mets vraiment pas le doigt sur les parents en disant c'est de votre faute ou vous deviez avoir vu, mais peut-être essayer de détecter des petits signaux, des petites choses qui vous font vous dire ah il y a peut-être quelque chose. Et moi mon fils, je sais pas dire s'il se faisait harceler ou quoi que ce soit, mais j'ai senti qu'il rentrait, c'était au collège particulièrement, 6e, 5e, il rentrait et puis il était nerveux. Comme ça. Et il partait dans sa chambre, il n'avait pas envie de discuter, il n'avait pas envie de... Et là, je me suis dit, mince, ça fait mal à une maman quand même de voir son enfant comme ça et de se dire, on est impuissant. Et donc moi, vraiment, ce qui m'a aidé pour lui, c'est que je l'ai envoyé voir quelqu'un d'autre. Me dire, moi, en tant que mère, il ne va peut-être pas me parler, mais il va peut-être parler à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que l'association Différents et Heureux, l'idée aussi, c'est qu'elle soit connue et de dire, si un parent sent que, eh ben, peut-être se dire, moi, je veux parler, je veux agir, mais je sens que ça m'échappe, et ben, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre. L'association, justement, Différents et Heureux, elle est basée où? C'est plus sur Paris? On peut la retrouver aussi. Il y a un stand, enfin un stand. Ici, vous avez des connexions avec la Guadeloupe ou même la Martinique. Comment ça se passe? Alors, pour l'association Différents et Heureux, c'est principalement aujourd'hui, c'était en 2020, pendant le Covid, donc c'est principalement une activité que j'ai démarrée sur le Val-de-Marne où je suis, pour vraiment commencer à toucher des jeunes. Avec l'idée ensuite de pouvoir dire, bah, petit à petit, quand elle va... on dit petit à petit, elle va faire ses petits, quoi, et différentes personnes vont savoir qu'elle existe, etc. Et moi, je suis vraiment ravie à chaque fois de pouvoir être appelée pour dire bah, Béatrice, viens rencontrer nos jeunes, viens partager avec eux, viens leur raconter des histoires, etc. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire, eh ben, il y a d'autres personnes qui ont d'autres histoires, et ben, de pouvoir les emmener avec moi et dire, bon, moi, je ne suis pas toute seule. Et il y a plein de personnes, on peut faire vraiment, voilà, on peut construire et bâtir comme un peu, j'ai une image qui me vient surtout en regardant les éclairages, comme l'abeille un petit peu qui va construire petit à petit comme ça. Je me dis, on peut petit à petit faire en sorte que ça devienne gros. Et donc, il n'y a pas d'attache ni d'antenne pour l'instant dans les Antilles, mais vraiment, ce serait un souhait pour moi parce que je disais l'autre jour à quelqu'un qui me questionnait, la boucle serait bouclée. J'ai grandi ici, j'ai vraiment, voilà, je suis vraiment très sensible à la Guadeloupe, et mes Guadeloupéens quand même si ça ne se voit pas tout le temps parce qu'on va me dire, mais oui, mais tu es de l'autre côté, etc. Mais j'ai quand même une attache forte ici et venir contribuer, trouver comment contribuer aussi. C'était pas facile avant, mais j'ai trouvé. Et donc, si jamais j'ai des opportunités de pouvoir le faire ailleurs, ben, ça sera avec plaisir. Mais ailleurs au sens large, hein, vraiment toutes les communes, toutes les personnes qui ont envie d'un relais vis-à-vis des enfants. Excellent. Alors, on parle des enfants, mais est-ce que tu t'occupes un petit
on va dire des plus âgés, c'est-à-dire toujours enfants, parce que oui, pour moi, lorsque vous avez 19-20 ans, vous êtes des gosses toujours. Mais est-ce que tu t'occupes d'eux lorsque, voilà, ils quittent leur Guadeloupe pour aller en France et retrouvent forcément une sorte de discrimination? Peut-être qu'ils ne sont pas habitués au regard par rapport aux gens qui viennent des îles, peut-être qu'ils sont moqués par rapport au diplôme qu'ils ont reçu. On leur dit, hey, mais toi, tu as un diplôme qui vient des îles. Est-ce que tu t'occupes de ça aussi? Alors en fait, ou est-ce que tu comptes t'en occuper? On ne sait jamais. Ma façon aujourd'hui vraiment de m'occuper des gens, de rendre ce que, on va dire, la nature m'a donné, ou en tous les cas, ce que j'ai réussi à faire durant ce parcours, ce petit parcours de vie, modestement, et ben j'ai choisi, j'ai changé complètement. Je me suis mise du côté des ressources humaines aujourd'hui. Donc dans les ressources humaines, l'idée c'est de pouvoir aussi détecter des personnes qui n'osent pas, qui ont des ambitions, mais qui vont dire non, mais je ne vais pas le faire pour telle raison, ou je ne vais pas oser parce que telle personne va dire, etc. C'est de les accompagner aussi avec des méthodes de coaching pour les développer et faire en sorte qu'ils osent. C'est vraiment mon mot, oser, vraiment réaliser ses ambitions. Et aussi, j'ai créé ma propre entreprise, Do with Béa. Elle s'appelle donc Do with Béa, faire avec Béatrice. Béa. Pour accompagner aussi, donc principalement des entrepreneurs, pour créer leur entreprise et faire en sorte qu'elle marche. Alors pourquoi les entrepreneurs? Peut-être j'anticipe. Vas-y, c'est qu'elle connaît l'émission, c'est pour ça, c'est déjà. Donc elle se dit, bon, on ne va pas fatiguer Stylie aujourd'hui, on est lundi, vas-y, fais-toi plaisir. Pourquoi les entrepreneurs? Continue, on boit tes paroles. En plus, ça nous motive, c'est fou, dès qu'on voit des gens comme toi, on a envie d'entreprendre, de créer des entreprises, de venir te voir. Donc pourquoi les entrepreneurs? Parce qu'en fait, pour moi, les entrepreneurs, en tous les cas, ceux qui viennent me voir, ils ont un truc au fond d'eux comme ça, c'est dans les tripes. Et ils ont envie de le réaliser, ils ont envie de faire en sorte que ça marche. Ils ont envie de s'accomplir par eux-mêmes. Ils veulent se dire, plus de patron, ou en tous les cas, je suis maître de moi-même. Et donc, ça me plaît beaucoup. Et j'ai envie de les aider à être maîtres d'eux-mêmes. C'est important. Et de prendre le pas sur la vie, un peu aussi dans un esprit un peu revanchard quelque part, de se dire, eh ben ouais, la vie elle n'était pas là pour moi plus tôt parce qu'on m'a moqué, parce que plein de choses. Et ben aujourd'hui, je me prends en charge parce que souvent quand on réussit, c'est aussi par une prise en charge. Le fait de rester souvent en se disant, ça va arriver. Il y a des personnes à qui ça arrive, mais il y a des personnes à qui ça n'arrive pas. Et se dire, eh ben moi je me prends en charge, j'y vais, je crée mon entreprise. Et c'est pas facile, hein. Il y a des hauts et des bas, tous les entrepreneurs le savent, hein. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas, on peut avoir envie d'abandonner. Exactement. Et ben c'est de se dire, on peut s'appuyer sur quelqu'un, et c'est là où j'interviens pour regarder un petit peu ce qui a été mis en place, voir où est-ce qu'on peut améliorer des éléments pour aller de l'avant et faire en sorte surtout d'avoir des résultats, parce que souvent, les entrepreneurs aussi que je rencontre, ils se lancent comme ça, ils sont passionnés, ils font plein de trucs, ils sont overbookés, mais ne regardent pas toujours au bon endroit pour se dire est-ce que ce que je fais sert vraiment à mon entreprise et à son développement? Donc c'est ça que je regarde avec eux pour les développer. Donc en fait, tu accompagnes sur quoi? Tu accompagnes sur l'administratif, sur la gestion en quelque sorte du planning, c'est-à-dire comment s'organiser, parce que c'est vrai que souvent, on veut être au four et au moulin, on fait tout, on n'a même pas de temps pour soi. Tu aides vraiment tout en fait. J'aide principalement sur, pour moi, ce qui est le socle et la base, c'est la stratégie. À un moment donné, quand on veut réussir, il faut vraiment savoir où on veut aller, mais où on veut aller de façon claire et d'être précise. C'est pas juste j'ai créé une entreprise pour... Et alors, un exemple d'une personne que j'accompagne, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir accompagner des personnes à raconter leurs histoires dans un livre. Ok, d'accord. Mais ça ne dit pas où l'entreprise veut aller. L'entreprise, elle veut aller avec combien de clients, combien de chiffres d'affaires potentiellement, etc. C'est sous cet angle résultat, en tous les cas, que j'aborde l'accompagnement. Il faut qu'il y ait du concret. Parce qu'en fait, sinon, on ne sait pas où on va. D'accord. Donc, si vous voulez créer quelque chose, il faut que votre objectif soit concret. Voilà. Non, mais j'aide à le préciser aussi. C'est important. Oui, voilà, si vous doutez, elle est là pour vous. Voilà. Ok, d'accord. C'est pas évident à faire. En fait, tu poses les questions à l'entrepreneur que nous, peut-être, enfin, je me place en tant qu'entrepreneur, on ne se pose pas. C'est-à-dire que je vais arriver avec mon idée, elle sera toute jolie et tout au panier. Je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est plus. En fait, tu viens nous structurer. C'est ça. Et de dire, bon ben voilà, dans 3 mois, où est-ce que tu te vois? Et par rapport à où est-ce que tu te vois, on va affiner ensemble. Il y a la grande idée, mais plus précisément. Donc, pour avoir tant de clients dans 3 mois,
qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire, regarder la vraisemblance du plan d'action et peut-être un petit peu venir chatouiller la personne aussi en lui disant si tu veux arriver là dans 3 mois et que tu fais ce que tu me dis, réfléchissons bien, est-ce que ça va vraiment t'emmener là? Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Si tu le fais depuis 1 an, qu'est-ce qui va faire que dans 3 mois, d'un coup, ce que tu n'as pas réussi à avoir en 1 an va marcher? Et donc on va changer de 3 petits trucs pour faire en sorte qu'on s'en approche, voire on l'atteint. Excellent. Et en général, tu accompagnes donc les personnes pendant combien de temps? Ça se compte en mois, ça se compte en années? Dis-nous tout. Alors moi, je pars du principe qu'une transformation, alors je vais faire la crâneuse. Vas-y, cranon. Une transformation, j'aime bien prendre l'analogie du corps. Mais c'est qu'on a un beau bras, on fait T'as vu? attends, on prend soin de soi, c'est une bonne Guadeloupéenne, oui, c'est bien. Donc je dis que pour arriver à un résultat comme ça, physiquement, il faut du travail. C'est pas quelque chose, j'ai décidé aujourd'hui, demain, j'ai ça. Non, il faut du travail, ça peut prendre du temps. Si on a l'habitude, ça va se dessiner vite. Si on n'a pas l'habitude, ça va se prendre plus de temps pour se dessiner. Donc c'est un travail qui se fait sur la durée. C'est pour ça que moi, je préfère mettre des forfaits de 3 mois déjà pour regarder où ça va, voire 6 mois, parce que 6 mois, quand on veut vraiment structurer son corps, je trouve que c'est le bon délai. Et donc, quand on veut vraiment se transformer sur le plan de son activité, je trouve aussi, par analogie, que c'est le bon délai. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre déjà lorsqu'on veut devenir un bon entrepreneur et on veut que sa boîte fonctionne? Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut que ça fonctionne. Donc déjà, ne pas se dire tout de suite qu'on va avoir un chiffre d'affaires dès le premier mois de son lancement. Ça ne va pas partir comme ça, comme un avion, d'un seul coup, effectivement. Se dire que parce qu'on a fait un site web, c'est bon, je suis connu. Pas du tout. Se dire que parce que je suis sur les réseaux sociaux, c'est bon, je suis connu. C'est pas suffisant non plus. Il y a vraiment une approche et une stratégie marketing à mettre en place pour que tout ce qu'on construit, en fait, soit à un moment donné vu, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. C'est le fait d'être vu qui aide finalement à attirer des clients et d'être vu sous une certaine forme. C'est sûr que si on est vu en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas moi, en me disant oui, je prends toujours cet exemple-là que j'ai en tête, oui, écris ton livre, tu vas devenir connu, etc. Mais la personne qui te le dit elle-même n'a pas écrit son livre, ça peut faire qu'on se pose des questions, etc. Donc si on est entrepreneur et qu'on veut mettre quelque chose en avant, il faut aussi quelque part être aligné avec le message qu'on passe, aligné et que ça se voit en fait, et que ça se reflète aussi dans qui on est et ce qu'on donne à voir. Est-ce qu'on peut y arriver tout seul? Ou est-ce que vraiment il faut apprendre à déléguer, limite, même si on n'a pas d'argent, commencer déjà à engager quelqu'un, même si voilà, c'est un investissement, voilà, engager quelqu'un. Ou est-ce qu'on peut vraiment tout faire tout seul? Il y a un dicton qui dit, je ne sais pas dire à qui il appartient, mais qui dit pour aller vite, alors je vais réfléchir 2 secondes, mais quand on y va tout seul, on va vite. Quand on y va à plusieurs, on va plus loin. Donc en fait, tout seul, c'est possible. Je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas dire qu'on est multi-compétences et qu'on a des qualités sur tous les domaines. Donc, on va prendre du temps. Donc, c'est faisable, mais on va prendre du temps. Et on va procrastiner aussi parce qu'en fait, on fait des choses vite et bien quand on est impliqué, quand ça nous plaît. Mais quand ça ne nous plaît pas, on va dire « demain, j'aurai le temps. Demain, j'aurai le temps. » Oui, demain qui fait ça. Mais oui. Tu vois, et donc, du coup, c'est le piège un peu. Et quand on sent qu'on procrastine sur une tâche, c'est peut-être se poser la question si c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire ou si on peut envisager de trouver quelqu'un pour le faire avec soi ou pour nous accompagner. Et puis, on n'est pas obligé tout de suite d'être dans de la rémunération. Il y a des étudiants qui ont besoin des fois d'avoir des expériences, etc. Donc, on prend des étudiants avec soi. Ils seront impliqués avec nous et ils vont être contents en fait d'apprendre des choses grâce à nous. Donc on peut déjà commencer comme ça quand on est modeste, quand on n'a pas beaucoup de moyens. Alors tu as dit quelque chose qui est très important, il faut oser. Quel conseil peux-tu donner aux gens qui sont là, qui ont l'idée mais qui ont peur d'oser? Comment est-ce qu'on arrive à sauter le pas? C'est pas facile.
vraiment, c'est pas facile. Ça prend du temps, ça demande vraiment un travail sur soi, ça peut être très très long. Moi, par exemple, j'ai pas osé lancer Do With Béa et je le regarde, papa, je t'aime, maman, je t'aime aussi. Non, papa, je t'aime, maman, je t'aime aussi. Mais j'ai fait des études d'ingénieur et donc, du coup, quand je me suis dit, j'ai envie vraiment d'aller dans le côté développement personnel et accompagner les gens, j'avais peur parce que je me suis dit, mais je vais les décevoir. Et donc j'étais freinée par ça. Il y avait vraiment la peur de décevoir, la peur de ne pas réussir, etc. Et un jour, je me suis dit à moi-même, et c'est ce que je pose aussi aux entrepreneurs qui m'accompagnent, que j'accompagne des fois comme question, c'est « Ok, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera quand Combien de temps tu es prêt à attendre ?» Quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors on va me dire « Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps, oui, etc. » Ok, d'accord. Quand est-ce que tu vas trouver le temps ? Cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, dans 6 ans, etc. Et c'est pas grave de se dire c'est dans 2 ans, dans 3 ans, mais c'est sous-peser son ambition à ce qu'on se dit à soi-même. D'accord ? Et des fois, c'est prendre conscience que si on est on est malheureux parce qu'on ne se réalise pas, et en même temps on dit oui, non, mais dans 6 ans, il y a quelque chose qui ne va pas potentiellement. Et donc, c'est peut-être enlever moins de pression sur soi en disant non, mais en fait, c'est pas grave si ça ne se réalise pas tout de suite parce que je me dis à moi-même de toute façon dans 6 ans. Ou alors de prendre conscience que, ok, je le veux tout de suite, je dis dans 6 ans, peut-être qu'il faut que j'ose et je saute le pas. Tout seul, c'est pas toujours facile, donc c'est vrai que parler à des gens, de sa famille, des gens bienveillants, de sa famille, des amis, ou peut-être même des coachs, c'est vrai que ça aide aussi. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu fixes toujours l'objectif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de ton discours, il faut que votre objectif soit clair, net et précis. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de ça arrivera. C'est vraiment, tu penses que pour la réussite, si on n'écrit pas un truc fixe, ça ne pourra pas se réaliser? On dit souvent que la parole est créatrice. Est-ce que voilà, maintenant, là, pour créer son entreprise, il faut créer, mais il faut créer quelque chose de concret? Oui, j'ai plein de petites choses comme ça qui m'habitent, des leitmotifs, des mots, des trucs que j'aime beaucoup et qui sont pour moi très parlants. Et j'ai celui-ci aussi qui est le pouvoir des objectifs. J'appelle ça le pouvoir des objectifs. Et je vais l'illustrer dans un contexte qui n'est pas forcément l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment pour dire pourquoi il me parle et pourquoi j'ai envie de l'insuffler aux autres. Donc moi, par rapport à ma jeunesse, on va dire, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais complexée, voilà, j'avais pas forcément des idées très positives, mais il y a un truc qui m'a tenue, vraiment, et qui a fait que je pense que je suis pas descendue dans une spirale négative, c'est que je m'étais dit, ok, c'est un professeur en 5e qui a dit à tout le monde, hein, mais je l'ai fait pour moi, quand on est ingénieur, on ne connaît pas le chômage. Et donc je me suis dit, c'est ma voie. Je vais être ingénieur. C'est bête, hein. Je ne suis pas devenue ingénieur parce que je voulais devenir ingénieur au début, en tout cas. Je suis devenue ingénieur parce que pour moi, c'était une réponse à ne pas connaître le chômage. Je pensais déjà, j'avais 11 ans ou 12 ans par là, puisque c'était en 5e. Je pensais déjà, et mes enfants, comment je vais les nourrir demain, quels seront mes moyens, etc. Et donc je me suis dit, je ne veux pas être au chômage. Donc c'était un objectif, et cet objectif-là, il s'est scellé grâce à ce professeur. Je n'ai jamais su qu'est-ce qu'il était devenu, etc. Mais il a guidé. Eh bien, elle est là. Oui, donc je me souviens, c'était en 5e, mon professeur de maths, il s'appelait Monsieur Myrta. Donc si Monsieur Myrta se reconnaît, je ne sais pas, à Petit-Bourg, collège de Petit-Bourg, Félix Eboué. C'est un truc de fou. Eh bien, ce monsieur a parlé à tout le monde, hein, mais moi je l'ai pris pour moi et ça m'a guidée jusqu'à ce que je devienne ingénieur. Je suis devenue ingénieure à 24 ans puisque c'est un bac+5. Donc c'est pour dire que les objectifs, quand ils sont clairs et définis, je serai ingénieur, j'aurai un diplôme d'ingénieur, c'est très clair, puisqu'on connaît plus ou moins le parcours, après quelle école, quelle pas école, etc. Je ne savais pas, hein, mais voilà, ça m'a guidée. Et donc le pouvoir des objectifs, vraiment, pour moi, c'est une clé. Et c'est pour ça aussi que j'oriente beaucoup mes réflexions, j'accompagne beaucoup autour de d'abord l'objectif, et quand on sait précisément, alors on peut construire autour. Est-ce que tu as d'autres clés, justement, à part le pouvoir des objectifs? J'adore ce truc-là. Je vais le garder pour moi, le pouvoir des objectifs.
Tu as d'autres clés là comme J'ai ça? une autre Ne dis pas phrase. tout parce qu'il faut bien sûr aller la voir, il faut aller contacter Béatrice. Mais là comme ça, on te regarde, on a soif de savoir, tu nous motives. Est-ce que tu as une autre clé encore? Alors, en tout cas, j'ai une autre phrase encore Ouais. que j'aime beaucoup. Je pense que d'autres personnes la disent aussi, mais elle m'est venue à moi comme ça. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est bête à dire, Exactement. d'une évidence extrême. Mais en fait, c'est une façon de dire à un moment donné qu'il ne faut pas non plus trop trop être hyper exigeant avec soi-même. Il ne faut pas trop se flageller, effectivement. Voilà, parce Voilà, que ne vous fouettez pas trop, les amis. Non. Parce que quand on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on n'a pas un exemple autour de soi pour nous montrer une voie possible, on ne peut pas savoir. Exactement. Et donc c'est pour ça que la curiosité et puis avoir l'opportunité peut-être d'écouter, d'entendre, les réseaux sociaux quand même sont aidants là-dessus par rapport à une période où il y avait moins de réseaux sociaux parce que je sais que les enfants, ils ont quand même aussi des fois accès à des personnes qui vont les inspirer par leur parcours et se dire « Ah ben tiens, cette voie m'intéresse » ou « Cette autre voie m'intéresse ». Et donc, c'est aussi aller se renseigner, chercher, être curieux et vraiment essayer de trouver quelqu'un qui nous inspire. Et quand on l'a trouvé, regardez ce qu'elle a fait, regardez son parcours, oser la contacter. Exact. Parce que les gens sont généreux et ils peuvent aussi donner des conseils sans forcément entrer dans un format systématique de service payant, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, oser contacter les personnes. Moi, j'ai osé contacter des femmes qui étaient devenues de grandes dirigeantes parce que je me reflétais dans leur parcours et voilà, je me suis inspirée grâce à ça. Donc, n'hésitez pas à trouver votre modèle, votre inspiration et osez les contacter. D'ailleurs, si là, tu es devenu le modèle de jeunes filles, voire de jeunes garçons, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, un site internet, peu importe, de toute façon, ça va s'afficher juste là. Oui, on peut me contacter via Facebook, ça s'affiche, hein, Béa de Boissieu, c'est assez facile, je m'appelle Béatrice de Boissieu, j'ai essayé de garder quelque chose de très proche. Un site web Do with Béa, vraiment pour le côté entrepreneurial, et puis différentheureux.org et différent et heureux sur Instagram pour tous ceux qui ont envie de rentrer en lien avec l'association. Excellent, vous avez tous les contacts encore une fois. N'hésitez pas à envoyer un petit message, à demander des conseils. Allez sur Paris, donc toutes celles et ceux qui voient l'émission grâce à Internet, on vous rappelle que nous sommes sur les réseaux, sur YouTube et Claire TV. N'hésitez pas, si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même s'ils sont loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, sans oublier Sainte-Lucie et surtout Barbade, Saint-Vincent et Jamaïque et Trinidad et Tobago. Oui, nous regardons tous. Ta caméra est juste là. C'est de dire que moi je suis fière d'être antillaise, je suis fière de celle que je suis fière vraiment de ma taille maintenant, malgré tout ce qu'on a pu me dire avant. Donc vraiment, acceptez-vous, soyez comme vous êtes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'antillaise, j'essaye aussi, même si je suis en métropole, de refléter l'identité antillaise et puis de montrer que voilà, les Antillais sont là aussi et sont là pour montrer qu'on est bon, on est fort et on peut vraiment réaliser des grandes choses. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Exactement, on est bon, on est fort, on est excellent, c'est la Guadeloupe, c'est la Martinique, c'est la Caraïbe, les enfants. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, ce fut un réel plaisir d'être motivé par toi. Dès que tu repasses en Guadeloupe, dès que tu veux nous donner un coup de motivation, de petits conseils, de clés, c'est important les clés, le pouvoir des objectifs, je retiens cette phrase, tu repasses sur le plateau de KNF. Franchement, c'est un réel plaisir. À très vite, bon séjour en Guadeloupe et à très vite, tu reviens très vite. Oui, on t'attend. Je reviendrai avec grand plaisir. Merci en tout cas. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, encore une fois. Même heure, même chaîne, Claire TV. Le temps pour moi de remercier mes partenaires. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écrin. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Je vous donne rendez-vous donc demain, toujours à midi, 18h, 23h sur Éclair. À demain.